Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Hilaire Brudet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Alors ça a été long, ça a été difficile par moments, mais ça y est, vous êtes en ordre de bataille pour les législatives? Tout à fait, ça fait quand même quelques temps. Ouais. C'est vrai que ça a été difficile, mais le combat est lancé, la bataille, je dirais, électorale est partie. Ouais. Un candidat par circonscription, oui. Ça y est, ça s'est acté. Le grand chelem, il est possible? Oh, quand on va dans une élection, on a envie de gagner. Oui. Après, au-delà de l'envie, au-delà du choix, il faut regarder la réalité du terrain. Donc, dans 4 circonscriptions, nous avons 4 situations différentes. Nous avons 3 candidats investis, un soutenu. Non, ça serait bien d'avoir 2 sur 4. Ça serait déjà bien. Un petit 2 sur 4, ça serait pas mal. On va y aller circonscription par circonscription, si vous le voulez bien. On commence par la première, hein, logiquement. Georges Germain, justement, il n'est plus investi par le PS, il est soutenu par vous. Ça fait un peu désordre. Expliquez-nous un peu tout ça. Alors, rapidement, 2 mots. En fait, vous savez, la désignation ou l'investiture d'un candidat, ça se passe déjà sur le plan local, au niveau départemental. En fait, de la et après, c'est validé par le national. Et après, nous relevons du Parti socialiste national, c'est validé par le parti. Il est clair que le parti a pris beaucoup de temps et à la dernière minute pour dire qu'il ne donne pas l'investiture. En tout cas, n'a pas validé. C'est exactement le mot, n'a pas validé l'investiture qu'avait donné le local à Georges Germain pour des raisons judiciaires antérieures qui remontent à très longtemps, qui remontent à plus de 10 ans. Mais dont c'est même pas sur son casier judiciaire, mais bon, vous savez, dans la moralisation politique en ce moment, un certain nombre de choses, il n'y a pas de risque à prendre. Donc voilà, le Conseil fédéral avait décidé de Georges Germain, on a maintenu la décision et donc ça a été rediscuté après cette décision du national, non? Non, j'ai fait part au candidat, on a discuté au sein du bureau fédéral, enfin plutôt pas du conseil du bureau, mais du secrétariat. Et donc, on a conclu que Georges allait dans la bataille avec l'étiquette de la fédération. Et comment il le vit, lui? Bien? Mais c'est toujours, médiatiquement ou politiquement, c'est toujours un peu compliqué, d'autant plus qu'il dit qu'il n'a rien à se reprocher, bien évidemment, et que de l'autre côté, c'est une histoire ancienne. Mais parfois, les coups viennent plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. Ouais. Alors, on va passer à la deuxième circonscription. Alors, on avait eu Max Laurent pendant un temps. Finalement, on a changé son fusil d'épaule et vous soutenez Warren Chingan. Pourquoi ce choix? Alors Max Laurent, dans la première fois, bon, il a été retenu sur un nombre de candidats. Il a jeté l'éponge parce qu'il s'attendait à un certain nombre de soutiens. Il voulait non plus pas faire de figuration. Il voulait donner toute sa chance de gagner ces élections. D'autant plus je pense qu'on a une vraie chance si on devait faire alliance dès le départ avec le PPDG et avec quelques communes, comme c'était le cas prévu avec Sainte-Anne et Blemoule. Vous le regrettez, tout ça? Bien évidemment, parce qu'on disperse les forces et on réduit les chances, bien évidemment. Donc, on peut le regretter. Maintenant, là, c'est un fait. Il faut gérer tout cela. Donc, partant de là, Warren Chingan nous avait sollicité depuis longtemps au parti, parce que c'est une personne qu'on a eu l'occasion, malgré tout, de cheminer sur des idées avec lui. Donc du coup, le parti a décidé de soutenir Warren Chingan à ces élections dans la deuxième circonscription. Ouais, on a l'impression en fait qu'avec le PPDG, ça va être une primaire et puis tout le monde se retrouvera pour le deuxième tour. Ah ben si c'est ça, c'est très bien. Au moins. Est-ce que c'est ça? Non, mais ça devait être ça. À l'inverse, il y a une réalité de terrain. Quand vous dispersez à ce stade, d'autant plus que je rappelle qu'il y a 26 candidats. 26 candidats à cette circonscription. Vous aurez du mal à vous retrouver en deuxième tour, parce que sinon, pour être au deuxième tour, il faut minimum 12,5% de corps électoral, c'est-à-dire des inscrits. Et quand vous avez 26 cancers éparpillés comme ça, ben les deux, il y a difficilement d'avoir un triangulaire au candidat, ça risque d'avoir un duel. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il faut obtenir 12,5% des électeurs pour être admis au deuxième tour. Pour être admis, donc il y aura que des candidats repêchés en fait. Voilà, en fait, vous aurez peut-être le premier, peut-être il va être qualifié d'office. Et encore, sinon, en absence de qualification au regard de la loi des règlements, vous avez les deux premiers. Donc on n'aura pas de triangulaire comme ça aurait pu être le cas avant. C'est l'analyse que je fais, sauf s'il y a 2 ou 3 candidats qui véritablement
véritablement se distance des autres et qu'à ce moment-là, mais au vu du taux d'abstention prévisible éventuellement, parce qu'on sera autour de 50-55%, pas plus, faire 12%, 1,5 sur 2 ou 3 candidats, ça me paraît compliqué. Avant de partir dans la troisième circonscription, j'aimerais bien justement avoir votre analyse. Pourquoi 82 candidats? On l'explique comment? 26 dans la deuxième circonscription? Ça paraît incroyable. Je pense que j'ai vu sur les différents médias d'autres spécialistes ont expliqué. Je partage une bonne partie de ces analyses-là. En premier lieu, il y a, au départ, parce que c'était cela, vous ne pouvez plus cumuler un poste d'élection nationale, c'est-à-dire député ou sénateur avec l'exécutif, maire ou président de conseiller général ou conseiller départemental, régional ou départemental. Donc, du coup, ça a créé peut-être un ballon d'oxygène en disant qu'il y a une chance par rapport aux ténors éventuels des maires des grandes villes. Bon, voilà, la première raison. La deuxième, c'est aussi avec les élections présidentielles. Il y a une sorte de jeunesse qui s'est installée, se mettre en dehors des partis traditionnels. Donc on va se mesurer, on a peut-être une chance. Et troisièmement, c'est la dernière consultation populaire avant les élections municipales. Donc les gens, il y a certaines qui vont se mesurer avec des ambitions. Donc on va regarder son score dans sa commune pour savoir si on pèse ou pas. Voilà, tout à fait cela. Je pense parmi les candidats que vous soutenez, donc il y a trois raisons principales. Après certainement il y a d'autres raisons, des raisons individuelles, mais je parle d'une manière générale. Maintenant, nous, je pense pas, parce que dans la première circonscription, Georges Germain, je rappelle, était déjà le suppléant sortant d'Éric Jalton sortant. Donc, c'était à mon sens prévisible qu'il pouvait solliciter la députation en tant que titulaire. Donc, ça voudrait dire depuis 5 ans, il s'était manifesté d'aller vers ce type d'élection, même s'il n'oublie pas les élections municipales. Après, il y aura certainement notre choix à faire, mais c'est pas l'objectif premier de se tester sur Morne-à-l'Eau. Pour la deuxième circonscription, c'est pareil. On veut dire, on a quelqu'un qui n'envisageait pas d'aller aux élections municipales dans la personne de Arwen Chingan, qui lui voulait plutôt faire une élection nationale. Et je peux continuer comme ça dans la troisième. Justement, on va y aller. Tiens, dans la troisième, vous soutenez Adrien Baron. Il y a eu de grosses discussions. On le sait, ça a été long à venir cette décision. Certains voulaient que ce soit Ferdi Louisy qui soit investi, soutenu par la Fédération socialiste. Vous trouvez qu'Adrien Baron il fait une bonne campagne là? Oui, il fait une bonne campagne, une très bonne campagne. Bon, maintenant, il faut que ça soit visible. Vous savez aussi, là aussi, il y a quand même pas mal de candidats, je crois. Il est assez connu. 23. Il est assez connu. Oui, Adrien Baron est connu peut-être plus sur Sainte-Rose parce qu'il a déjà eu l'occasion de se présenter aux élections municipales et cantonales. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans le mouvement politique depuis longtemps. La discussion, oui, il y en a eu parce que bon, il faut dire les choses comme elles sont. Il y avait la possibilité entre un candidat à l'intérieur du parti, entre Adrien Baron et les autres, et il y avait une candidature extérieure qui se manifestait en la personne de Ferdi Louisy. Qui est maire de Goyave. Qui est maire de Goyave. Qui pèse électoralement. Oui, mais enfin, on a vu récemment, une élection régionale, des élections départementales, des élections présidentielles. C'est pas forcément le maire, celui, bon, on connaît comment ça se passe. Donc, on a senti sur le terrain, mais au-delà de cela, il est inscrit au parti, il a des candidats. Donc, on aurait pu éventuellement aller sur un candidat en dehors du parti, même si c'est un camarade sympathisant, mais il y a aussi des règles. Et ces règles-là, il faut les respecter. Donc, il n'y avait pas de raison que ça soit quelqu'un de l'intérieur. On peut regretter qu'effectivement, qu'on n'ait pas pu se mettre d'accord dès le premier tour avec Ferdi pour faire un bon tandem et peut-être gagner rapidement ces élections. En tout cas, votre parti doit faire face à une candidature un peu spéciale, celle de l'ancien premier fédéral, Max Mathiasin. Ça vous inspire quoi, ça? Il est plus chez nous, donc c'est plus notre problème en termes de parti. En termes de parti. Mais je crois qu'il est plus en perdition en ce moment. Ah bon? En tout cas, en termes de visibilité, je le vois moins. Maintenant, après, c'est quand même pas moi qui décide, c'est les électeurs de la troisième circonscription. Elle est ouverte, mais je vois qu'il a une campagne assez poussive. J'ai du mal à voir Max Mathiasin sur le territoire de la troisième circonscription. Elle est assez ouverte, cette circonscription? Oui, elle me semble assez ouverte. En fait, il me semble il y a 23 candidats, c'est ça? C'est ça. Il y a 4 ou 5 qui peuvent se tenir dans un éventuel deuxième tour. Donc, il faut voir. Maintenant, c'est pareil, c'est le même principe. Autant de candidats. Donc il n'y en aura que 2. Il y en a certainement que 2. Et à ce moment-là, c'est les additions du premier tour reportées sur le deuxième tour. On verra bien comment ça va. Les tractations vont être incroyables. Ça va être intense. Je pense entre le lundi et le mardi. Au lendemain du résultat jusqu'au mardi, mercredi, ça doit être jusqu'à la dernière minute, certainement. Mais je veux dire, sous des accords un peu particuliers pour déposer la liste de candidatures, ça va être compliqué. Dans la 4e, alors là, il y a Hélène Vainqueur-Christophe. C'est le choix d'expérience?
de l'expérience, de la compétence, de la disponibilité. Elle a déjà été députée, on le rappelle. Elle a été députée pendant 2 ans, lors du passage de Victorin Lurel au ministère. C'est une personne qui est élue depuis 2004 et qui a une certaine expérience au conseil régional, à la mairie, députée, mais aussi dans les collectivités qu'elle a eu l'occasion de gérer par ses mandats. Et aujourd'hui, je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'écoute, beaucoup de sagesse, une certaine compétence, une expérience avouée et avérée. Et à partir de là, je pense que Hélène est une très, très bonne candidate pour la 4e circonscription. C'est une personne qui est vraiment utile aux petites gens, à la faiblesse et à la souffrance de la population de cette 4e circonscription. C'est une très bonne candidate. Je pense que c'est là où on a peut-être les meilleures chances. Maintenant, après, c'est une élection, tout est possible. Elle a ravi la place à Emmanuel Ravi, du même nom. Au début, ça a été un peu dur. Finalement, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre? Non, mais elle n'a pas ravi la place à Emmanuel Ravi. Il y avait 3 candidats, voire 3 ou 4. Il avait fait acte de candidature. Final, il y avait 3 candidatures retenues. André Atala, Emmanuel Ravi et Hélène Vainqueur. Hélène a été retenue, donc les autres devaient se mettre. Alors, un moment, Emmanuel Ravi a pensé effectivement, d'après ce que j'ai vu sur les ondes, parce qu'il m'en a jamais parlé personnellement, qu'il serait intéressé par une candidature en dehors du parti. Je pense que la sagesse et le bien fondé, l'intérêt de la 4e circonscription. Vous n'aviez pas envie de la jeunesse, de mettre la jeunesse en avant aujourd'hui? La jeunesse est dans la tête que ça se passe. Je pense pas simplement, et même quand on veut afficher de la jeunesse, il faut aussi de l'expérience derrière. Vous n'avez qu'à voir le gouvernement aujourd'hui. La moyenne d'âge est plus élevée que le moyenne d'âge de François Hollande à l'époque, du gouvernement de François Hollande. Pourtant, il y a apparemment des jeunes. Monsieur Ferrand doit-il démissionner? On est parti là sur le gouvernement. Aujourd'hui, on est en pleine loi sur la moralisation politique. On en a parlé au début de cet entretien. C'est la polémique qui agite le landerneau politique en France. Vous en pensez quoi, vous? C'est vrai qu'il y a 2 situations. Quand on veut être objectif en la matière, on dirait qu'il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de jugement hâtif et d'une manière générale que le peuple ou la presse juge. Mais il y a 2 problèmes dans l'affaire Ferrand, enfin, si on peut dire l'affaire, parce qu'aujourd'hui c'est une information qui est ouverte par le parquet depuis ce matin. Et donc, dans cette affaire-là, si je peux dire ça comme ça, il y a 2. C'est regarder si véritablement il y a de la manigance. Je pense aujourd'hui, au regard des informations qui circulent, moi je peux l'analyser comme ça, oui, il y en a. Et deuxièmement, il a été celui ou l'un des premiers à critiquer ouvertement l'affaire Fillon en disant que c'est pas simplement un problème juridique, c'est un problème moral. Donc il devait, me semble-t-il, appliquer cette logique-là à lui-même. Et aujourd'hui, ça ne donne pas bonne presse au président et au gouvernement. Sans oublier il y a d'autres personnes qui sont concernées, la ministre aux Affaires européennes, et puis un temps même, on a parlé aussi du Premier ministre sur un certain nombre de choses, pas forcément juridiques, mais sur des positions qui peuvent être compatibles à ce qu'on souhaiterait éventuellement en termes de gauche ou de droite. Alors aujourd'hui, je pense qu'il ferait du bien à démissionner. Maintenant, vous avez vu ce matin, comment il s'appelle, Bayrou a présenté la loi, c'est plus une loi de moralisation, c'est une loi de confiance. De confiance, tout à fait. Les premiers pas d'Emmanuel Macron, vous les jugez comment? Bon, je prends acte, ça semble être positif, mais aujourd'hui, il est dans l'inaugural, il est dans des rencontres un peu générales. Il n'y a pas trop d'accro, on va dire, c'est ça? Il n'y a pas trop d'accro, et le plus dur reste à venir. Déjà, la majorité, après gérer tous les problèmes, présenter les différentes lois de moralisation, de confiance, mais aussi la loi sur le code du travail, sur le travail, la loi travail, et un certain nombre de choses, de promesses ou d'engagements. Et je pense que ça sera certainement plus difficile. Et quand on est à l'exercice du pouvoir, même si on a déjà eu l'occasion de le faire à un autre niveau, parce qu'il a été ministre, c'est quand même plus difficile quand on est président, et là je pense que ça sera plus difficile. Mais je souhaite sa réussite, parce qu'en fait, au-delà... Les socialistes doivent voter les lois quand elles sont bonnes, c'est ça? Bien évidemment, je pense qu'on a des points de jonction on aura des points de jonction avec le président Macron, bien avec sa majorité. Il y aura des points d'opposition également? Il y aura certainement des points d'opposition, et ces points de jonction ne pourront être que temporaires sur des choses bien précises, parce que la gauche, c'est, semble-t-il, la seule idée qui puisse faire avancer le progrès, l'humanisme, et de manière durable dans notre pays. Les socialistes vont connaître la débâcle à ces législatives, ou alors au contraire, ça va relever la tête par rapport au score du premier tour de la présidentielle? Débâcle, je sais pas, parce qu'effectivement, si on regarde au niveau national, notre candidat a fait un peu plus de 6%. 6%, là, on est sur autour de 8%. Donc, est-ce que c'est mieux? Je pense pas. Maintenant, au niveau national, et faire la déclinaison sur le plan local dans sa circonscription, je pense pas qu'on aura 8% simplement c'est compliqué, toujours de des députés. 8% de 570, ça voudrait dire
moins de 50. Donc, on nous donne entre 30 et 50. Ah, vous aurez un groupe, c'est déjà pas mal. Non, je plaisante. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est ce que disent les intentions de vote, c'est les analyses des différentes organismes, officines je dirais, de sondage. Maintenant, il faut voir, je suis persuadé qu'on irait à plus de 50, mais c'est vrai que ça reste sortir de 290 à 50, ça reste dramatique. Ouais. Et c'est vrai, mais c'est l'occasion aussi de c'est le temps de la reconstruction aujourd'hui pour les socialistes. Mais c'est la vie d'un parti politique, il y a des hauts et des bas. Vous aurez 3 ans sans élection. Nous sommes dans le bas, il faut le gérer, il faut faire le dos rond et s'organiser pour revenir. Vous allez parce que nous sommes amenés à regouverner. Ouais. Vous allez justement profiter de ces 3 ans sans élection pour remettre tout à plat? Bien évidemment. Bon, alors, tout à plat, parce qu'en fait, je pense que dès l'automne, on aura à revoir certainement le Congrès, un certain nombre de choses sur le parti. Je pense qu'il y a clarifié un certain nombre de choses, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, entre la gauche socialiste et ce qu'on appelle les sociolibéraux, il y a quand même plus que des nuances, et il y a nécessairement une obligation à clarifier les choses pour qu'on avance et pour qu'on sache véritablement, parce que parfois, dans les deux extrêmes du même parti, on a l'impression d'être pas dans le même parti, dans la même philosophie, donc il y a nécessité de clarifier tout cela. Ouais, beaucoup de travail, en tout cas en perspective. Merci à vous, Hilaire Brudet. On suivra ça sur l'antenne de TV. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour.